Bienvenue à toutes et à tous. Merci à nos membres alumni HEC qui nous ont accompagnés pendant l'Assemblée générale qui a précédé cette conférence, qui s'est bien déroulée. Tous ceux qui devaient être réélus ont été réélus, tous ceux qui devaient être acceptés ont été acceptés. Tout va bien. On vous remercie d'être aussi nombreux pour cette conférence. C'est la tradition au niveau de l'association de programmer une conférence dont on espère qu'elle a un intérêt suffisamment large pour aussi faire venir d'autres amis des alumni HEC. Et je crois que c'est le cas ce soir avec monsieur Bruno Le Maire, à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue et dont on se réjouit d'entendre l'exposé. Et bien entendu, vous aurez aussi tout loisir de dialoguer avec lui à l'issue de son propos. Sans plus tarder, je vais m'en remettre à Jean-Philippe Bonardi, que je ne crois pas qu'il y ait besoin de présenter, qui lui-même va faire l'introduction de la présentation de Monsieur le maire. Merci beaucoup, bonne soirée et n'oubliez pas, à l'issue de la conférence, vous êtes tous conviés pour un verre de l'amitié. Merci. Merci beaucoup, Hadj, et merci de me donner la parole. C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, puisque la dernière fois que j'ai parlé devant cette assemblée, devant l'assemblée des alumni, j'étais encore doyen d'HEC. Alors bon, il semble que ça fait un moment, mais en tout cas, très, très, très heureux d'être avec vous ce soir. Alors comme je vous le disais, effectivement, j'étais doyen d'HEC la dernière fois que j'ai parlé ici. Je travaillais sur un gros projet, en tout cas que moi je voyais comme vraiment un projet stratégique pour HEC et pour l'Université de Lausanne. C'était la création d'un centre qui s'appelle, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle le Centre e-Forest, Enterprise for Society. Et après, en fait, avoir été doyen, j'ai pris la direction de ce centre. Alors ce centre, j'espère que vous en avez un peu entendu parler. Un peu ? Voilà. Non, parce que bon, on s'est quand même donné, on a fait pas mal d'efforts. Non, je pense que on a vraiment créé quelque chose qui est vraiment intéressant. Comme vous le savez, ce centre, sa particularité, c'était que c'était un centre joint entre le PFL, l'IMD et l'Université de Lausanne, donc un centre qui était un peu le premier en son genre, pour travailler sur des problématiques qui sont les problématiques centrales probablement du monde d'aujourd'hui, dont on va sûrement revenir, sur lesquelles on va sûrement revenir avec Bruno, les problématiques liées à la durabilité, au changement technologique, au changement de paradigme aussi dans les relations internationales qui sont en train de complètement transformer le monde aujourd'hui. Et c'est vraiment pour travailler sur toutes ces questions-là qu'on a créé ce centre. Et ce centre, on l'a créé non seulement pour que ça soit un projet académique, comme vous le savez, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de projets de recherche aujourd'hui qui se sont développés autour de ça. On a plus de 200 professeurs qui sont impliqués aujourd'hui dans nos projets. On a lancé un programme de master, etc. Donc dans la vraie fonction, disons les vraies missions de l'université, je pense que ce centre a pas mal contribué au rayonnement de l'université et des 3 institutions et d'HEC Lausanne en particulier. Mais l'idée, c'était aussi en fait justement de travailler avec l'écosystème, d'ouvrir un peu effectivement le monde de l'université, le monde universitaire, et travailler un peu effectivement main dans la main avec ça pour travailler sur des projets concrets, sur des projets d'innovation, pour essayer de faire avancer les choses. Et puis aussi pour essayer justement de mettre effectivement nos institutions plus en relation finalement avec notre écosystème et faire bouger notre écosystème. Et finalement, c'est un peu le mot d'ordre de ce soir. C'est aussi un peu dans cette optique-là qu'on a commencé à discuter avec Bruno. L'idée, c'était depuis le début de ce centre aussi, c'était de faire des choses un peu différentes, de sortir un peu des sentiers battus de ce qui se fait d'habitude justement dans le monde universitaire. Et puis, quand il y a eu tous ces événements en France, on a commencé à discuter un petit peu avec Bruno, à se sentir un peu les uns les autres.
Et puis l'idée a émergé que peut-être il pourrait effectivement nous rejoindre et puis contribuer à l'enseignement, contribuer aussi à la réflexion que nous, on développe au sein de ce centre IFORES et donc dans nos 3 institutions sur justement tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui et comment est-ce qu'on pouvait effectivement essayer de faire bouger un peu les choses. Et puis c'est dans ce cadre-là vraiment que Bruno nous a rejoints. Alors Bruno Le Maire aujourd'hui, alors c'est un observateur éclairé du monde actuel, c'est aussi sans doute encore un peu un acteur, peut-être que tu en parleras un peu de ce monde effectivement, mais l'idée effectivement derrière tout ça, c'est de contribuer finalement c'est de contribuer à faire bouger ce monde, à faire évoluer les choses et à faire avancer. Alors vous savez ici, il a enseigné un premier cours au semestre précédent, puisqu'il est avec nous depuis septembre 2024. Il a enseigné un premier cours en politique publique, qui était dans le cadre de notre master, justement, qui est lié à ce centre IFORES, avec beaucoup de questions sur les politiques publiques liées justement aux questions de durabilité. Pourquoi est-ce que les politiques de durabilité se développent pas plus vite? Quelles sont les choses qui ont été faites? Quelles sont les choses qui ont marché? Quelles sont les choses qui parfois n'ont pas marché? Donc ça, c'était effectivement ce qu'il a fait au premier semestre. Et à ce semestre-là, maintenant, il enseigne un cours de géopolitique. Alors, pour tout vous dire, il a fini son cours à 17h45. Donc, il est encore chaud, c'est l'avantage. On espère que les étudiants ne l'ont pas complètement épuisé. Mais voilà. Et donc, une des idées d'ailleurs de la présentation de ce soir, c'est que Bruno parle justement un peu de ces questions de géopolitique. Par contre, le format qu'on a décidé d'adopter est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que Bruno parle pendant 20-30 minutes maximum et qu'ensuite, ça soit plutôt, on se pond plutôt sur un débat et des questions et des réponses pour que ça soit le plus animé possible et surtout pour que vous ayez le plus possible l'occasion d'interagir avec lui. Voilà, alors j'étais censé présenter Bruno Le Maire, je ne sais pas s'il y en a vraiment besoin. Comme vous le savez, il a eu plusieurs très gros mandats au sein de la République française, notamment ministre de l'Agriculture sous le président Sarkozy de 2009 à 2012, et puis plus récemment, et sans doute la position la plus en vue, sous le gouvernement Macron, donc ministre de l'Économie et des Finances pendant 7 ans, je crois un des plus longs de la Ve République, le plus long. Donc effectivement, quelqu'un qui aujourd'hui, en fait, a joué un rôle très important jusqu'à une période récente, quelqu'un qui sans doute va continuer à jouer un rôle très important et qu'on est en tout cas très, très, très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui à l'Université de Lausanne et dans notre centre IFORES. J'ajoute pour finir, et avant de lui passer la parole, que c'est aussi quelqu'un de charmant et qui nous aide beaucoup et qui nous donne beaucoup, beaucoup de temps et qui ne compte pas les heures qui passent avec nous à nous aider et à nous donner des suggestions. Donc Bruno, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est avec grand plaisir qu'on va t'écouter. Et merci encore d'être avec nous aussi à HEC Lausanne et à l'Université de Lausanne. Merci. Merci, cher Jean-Philippe. Le micro marche, c'est formidable. On m'a donné un petit truc extraordinaire. D'abord, je voudrais commencer par mes propres remerciements. Mes remerciements à Jean-Philippe, à IFORES, à HEC, à l'Université de Lausanne, à l'École Polytechnique, parce que j'ai reçu ici un accueil formidable. J'aime beaucoup la Suisse. Donc, j'ai d'abord choisi la Suisse par affection et par attirance personnelle. Et j'ai trouvé un corps enseignant, des étudiants, j'en vois certains là, les pauvres, ils vont entendre une deuxième fois ce que j'aurais déjà dit, mais c'est pas grave, comme ça rentrera bien dans leur tête, tout à fait exceptionnel. Ce que je vous propose ce soir, c'est vous parler de la situation géopolitique, qui est sans équivalent depuis 1945, je dirais, vous donner un certain nombre de convictions, de clés de lecture, pas faire plus de 20 ou 30 minutes d'intervention et vous laisser surtout poser toutes les questions que vous souhaitez, qu'on puisse échanger très librement sur toutes les interrogations que vous pourriez avoir sur cette situation, une fois encore, exceptionnelle. Alors la première chose qu'il faut faire, je pense, pour bien comprendre ce qui nous arrive, c'est d'essayer de voir ce que nous vivons, de voir ensuite ce que peut faire l'Europe, parce que nous sommes tous ici européens et que nous avons un intérêt à affirmer l'Europe dans ce moment particulier. Et puis je terminerai par une petite note d'optimisme, parce que je vais peut-être vous surprendre, mais je suis
résolument optimiste sur la période actuelle et je pense que si nous savons prendre les bonnes décisions, il peut en sortir des choses très bonnes pour le continent européen, pour les nations européennes et évidemment, je mets la Suisse, non pas dans l'Union européenne, mais dans les nations européennes. D'abord, je pense qu'il faut bien comprendre ce que nous vivons pour apporter les bonnes réponses. Il y a trois choses qui se déroulent sous nos yeux à une vitesse absolument stupéfiante. La première chose, c'est ce que j'appelle un schisme occidental. J'emploie le mot de schisme parce que le schisme, c'est une séparation sur les valeurs. Je continue à penser que les États-Unis sont nos alliés, sont nos amis, que le peuple américain, dans son immense majorité, reste proche des peuples européens, que nos intérêts financiers, nos intérêts économiques, nos intérêts technologiques sont étroitement liés. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, qui n'a absolument aucun équivalent, c'est que nous divorçons sur les valeurs. Et le vrai divorce aujourd'hui, il n'est pas entre les États-Unis et l'Europe sur nos intérêts économiques et financiers, il est entre l'administration Trump et les États européens sur les valeurs qui ont fondé l'ordre international depuis 1945. Parmi ces valeurs, il y a la distinction entre l'agresseur et l'agressé, il y a le respect de la souveraineté des États et il y a l'inviolabilité des frontières. Toutes ces valeurs-là, le président Trump et son administration ont décidé de les jeter à la rivière parce qu'ils poursuivent un autre agenda et que ces valeurs qui étaient le socle commun transatlantique sont devenues anecdotiques pour Donald Trump et son administration. Leur agenda a changé. Et l'agenda de 1945, rassemblant les Européens et les États-Unis, ce qu'on appelle le bloc occidental, autour d'un certain nombre de valeurs, est désormais caduque. Les États-Unis poursuivent un autre agenda. Et c'est cet agenda-là qu'il faut bien comprendre si on va apporter la bonne réponse. Parce qu'une fois qu'on a hurlé contre M. Trump ou contre le discours de M. Vance à Munich, on n'est pas très avancé. Il vaut mieux comprendre ce que nos rivaux, désormais, poursuivent comme objectif si nous voulons défendre nos propres objectifs et nos propres intérêts. Le premier objectif de Donald Trump, celui sur lequel il a été élu, c'est « Make America Great Again ». Il porte sa casquette tout le temps, le slogan est partout, donc il vaut mieux essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il faut le prendre, comme très souvent Donald Trump, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter, de négocier à plusieurs reprises, au pied de la lettre. Nous, Européens, nous aimons bien essayer de comprendre, d'interpréter, de trouver de la subtilité. Non, il faut prendre Donald Trump au pied de la lettre. Make America Great Again, ça veut dire récupérer le Groenland. Comme ça, l'Amérique est objectivement plus grande. Make America Great Again, ça veut dire récupérer le Canada. Et comme ça, l'Amérique est objectivement plus grande. Et Make America Great Again, c'est récupérer les mines d'Ukraine, parce que comme ça, l'Amérique est objectivement plus grande. L'objectif de Donald Trump est d'étendre la zone d'influence américaine en rendant le territoire américain plus grand au détriment des valeurs que défendait jusque-là l'Amérique. Je prends juste l'exemple de l'Ukraine parce qu'il est le plus symptomatique. Je passe sur le renversement d'alliances stupéfiant et, à mes yeux, inqualifiable auquel il a procédé en se rapprochant de l'agresseur au lieu de défendre l'agressé. Pour essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière. L'Ukraine, c'est un territoire et ce sont des sols. Eh bien, s'il faut sacrifier le territoire ukrainien et en laisser une partie à Vladimir Poutine pour récupérer les sols de l'Ukraine et les matériaux rares et les terres rares qui sont derrière, eh bien, faisons-le parce que c'est l'intérêt de l'Amérique et que ça va effectivement faire de l'Amérique une plus grande puissance. C'est le premier objectif de Donald Trump. Prenez-le au pied de la lettre. Ne cherchez pas à comprendre, à interpréter. Si l'Amérique doit être plus grande, elle doit tout récupérer, du Golfe d'Amérique au canal du Panama, en passant par le Canada, jusqu'au Groenland et à une partie de l'Ukraine. Et objectivement, s'il y arrive, l'Amérique sera, comme territoire, plus grande. Le deuxième objectif, c'est de garantir la suprématie des États-Unis en matière financière. On a parlé tout à l'heure au cours, c'est un objectif qui est complètement
oublié et ignoré dans le débat public actuel. Mais c'est le vrai objectif de Donald Trump. Garantir la suprématie financière des États-Unis tout en garantissant le bon financement de la dette américaine, des 2700 milliards de dollars de bons du Trésor qu'il faut lever chaque année, et en faisant baisser les prix. Pour moi, d'un point de vue strictement économique, il y a un triangle d'incompatibilité totale dans la politique de M. Trump. Et si j'avais un pari à faire, je peux me tromper, c'est que tout ça ne finira pas bien. Parce qu'il y a une vraie incompatibilité entre dire j'augmente les tarifs et en même temps je vais faire baisser l'inflation. Si vous augmentez les tarifs, les prix vont augmenter, tout va être plus cher, l'inflation va augmenter. Il y a une vraie contradiction à dire je veux que le dollar reste la monnaie de réserve à travers la planète, je veux garantir le privilège exorbitant du dollar, mais en même temps je veux que le dollar baisse parce que je pourrai exporter mes produits plus facilement à travers la planète. De ce point de vue, je voudrais que chacun comprenne bien que les tarifs ne sont pas un objectif de Donald Trump. Ils sont un instrument de négociation. Si vous acceptez de continuer à financer à perte le déficit américain en achetant des bons du Trésor, c'est cette fameuse proposition qui a été faite d'avoir des bons du Trésor à 100 ans. Si vous êtes amis les Américains, eh bien vous vous chargez de bons du Trésor à 100 ans et vous financez la dette américaine. Dans ce cas-là, pas de tarif. Mais si vous refusez de financer les dépenses américaines, les déficits américains et la dette américaine, là, vous vous paierez des tarifs. C'est le deuxième objectif de Donald Trump, assurer la suprématie du dollar avec un dollar faible en utilisant les tarifs comme un levier de négociation. Et je peux en témoigner parce que j'ai le souvenir très vif d'une discussion que nous avons eue avec Donald Trump sur le projet de tarif sur le vin français. Et il est assez basique, M. Trump, donc il s'est dit qu'est-ce qui peut faire mal aux Français? Alors, soit je taxe les fromages, soit je taxe le vin, soit je taxe la baguette. La baguette, ça ne voyage pas très bien, les fromages, ce n'est pas des gros volumes, donc je vais taxer le vin. Mais il n'avait aucune intention de taxer le vin, ce n'est pas son objectif, il n'en a rien à faire de taxer le vin. Son objectif était d'obtenir l'abandon par la France du déploiement de la fibre 5G de Huawei sur le territoire européen. Eh bien là, son objectif, c'est d'assurer la suprématie du dollar pour les 100 années à venir, tout en finançant les déficits et la dette américaine, en obligeant les États, notamment l'euro, qui représente 30% du financement de la dette, à souscrire à des bons du Trésor à 100 ans. Je le redis parce que c'est essentiel. Tout le monde s'écharpe sur les tarifs et la guerre commerciale. Ce qu'il y a derrière les tarifs, c'est la finance et le privilège du dollar. Le troisième objectif, il est évidemment garantir la suprématie de la tech américaine sur le reste de la planète. Monsieur Musk n'est pas là pour réduire l'administration américaine. Je vais vous faire une grande révélation, je pense que Donald Trump n'en a rien à faire. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a commencé à mettre la pédale douce sur les intentions d'Elon Musk de virer la moitié de l'administration américaine. Donald Trump est suffisamment malin pour savoir que ça risque de l'affaiblir lui-même s'il affaiblit sa propre administration. Non, l'objectif de Donald Trump est de garantir la suprématie de la technologie américaine sur l'ensemble des technologies de la planète. Pour lui, la technologie européenne n'existe pas, la concurrence chinoise est dangereuse. En mettant les géants de la tech au cœur du projet politique américain, il veut garantir que demain, les puces qui sont dans vos ordinateurs, dans vos portables, dans vos avions, dans vos trains, dans votre domotique, dans tout ce que vous utilisez dans la journée, dans vos instruments de mesure, dans vos médicaments, seront d'origine américaine pour garantir une suprématie totale des États-Unis sur le reste de la planète. Avec comme objectif final que les États-Unis restent la seule et unique superpuissance du monde. Voilà la description de ce premier élément du monde dans lequel nous entrons, un monde dans lequel les États-Unis bouleversent complètement l'ordre mondial sur lequel nous avons vécu et imposent le règlement des sujets par la force. Dans le fond, c'est ce que j'appellerais un moment pascalien. Il faut toujours lire et relire Pascal, qui est le philosophe qui a peut-être le mieux compris les rapports de force et qui a eu dans un de ses fragments cette remarque très juste: ne pouvant faire
que ce qui est juste soit fort, on a fait que ce qui est fort soit juste. C'est un moment pascalien. On a essayé depuis 1945 de faire que ce qui est juste, le respect des frontières, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la souveraineté nationale, l'interdiction des crimes contre l'humanité, le jugement des criminels de guerre. On a essayé de faire que ça que nous estimons juste soit fort. C'est tout ce qu'a fait l'Occident, les pays du G7 depuis 1945. C'est tout ce que détruit Donald Trump en disant « je vais faire maintenant que ce qui est fort soit juste ». Envers l'Ukraine, c'est juste. Commettre des crimes contre l'humanité à Boutcha, c'est juste. Dominer le reste de la planète au détriment des peuples et de leur territoire, c'est juste parce que c'est fort. Et croyez-moi, si nous ne prenons pas la mesure de ce renversement, on pourra toujours essayer de négocier, on pourra toujours essayer de défendre des valeurs, on pourra toujours crier liberté, valeurs, souveraineté, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce sera comme souffler dans un cornet à musique. Ça ne servira à rien. C'est un moment pascalien où l'homme qui a le plus de pouvoir entre les mains fait que ce qui est fort soit juste au lieu de faire que ce qui est juste soit fort. Le troisième élément qui caractérise le moment dans lequel nous vivons, qui est aussi, je trouve, laissé de côté, c'est la transformation cognitive de tous nos cerveaux. Ça fait malheureusement un certain temps maintenant que je suis engagé en politique, plus de 20 ans. Jean-Philippe a rappelé les fonctions que j'ai pu occuper. Qu'est-ce qui rend la politique si difficile aujourd'hui? C'est que le fondement du débat démocratique, c'est la distinction entre le vrai et le faux. C'est le débat sur la base d'arguments, de réalités, de faits. Or, ces faits, je ne vous apprends rien, n'existent plus. Cette distinction entre la vérité et le mensonge n'existe plus. Ça ne compte plus. Je force le trait pour me faire comprendre. Mais la puissance de transformation cognitive de nos cerveaux, la puissance narrative de tous les partis extrémistes est infiniment supérieure au pouvoir de la raison. Et je le dis en homme de raison, viscéralement attaché aux Lumières, le projet porté non seulement par Donald Trump, mais derrière par J.D. Vance, et derrière J.D. Vance par Peter Thiel, est un projet ouvertement obscurantiste. Parce qu'on ne peut pas faire que ce qui est fort soit juste si vous n'êtes pas soutenu par un projet obscurantiste reposant sur des technologies de communication dont vous vous servez tous, matin, midi et soir. Et c'est le point le plus délicat. C'est celui sur lequel la réponse sera la plus difficile à articuler, parce que nous vivons tous avec nos portables. Nous avons tous une deuxième vie. Tous. Au temps du Moyen-Âge, les gens avaient une deuxième vie. C'était de croire à une puissance supérieure qui les dominait, qui habitait leur cerveau, leur conscience, leur imagination. C'est la crainte de l'enfer, la crainte de Dieu, la crainte de puissance supérieure, de puissance céleste. Nous, notre deuxième vie, elle tient dans notre iPhone. Mais cette deuxième vie, elle est aussi puissante que les dogmes religieux du XIIe ou du XIIIe siècle. Et elle oriente autant les consciences que les dogmes religieux du XIIe ou du XIIIe siècle. Et le drame est qu'à mon sens, les démocraties n'ont pas pris suffisamment conscience de ce qui se passait dans le détournement technologique de la vérité et du mensonge. Voilà, brossé à grands traits, à mes yeux, ce qui est en train de s'opérer dans des délais extraordinairement rapides, un schisme occidental, la force comme nouvelle règle de l'ordre international et la transformation cognitive de nos cerveaux par des réseaux numériques dont il ne vous a pas échappé qu'ils sont tous américains. À partir de là, qu'est-ce que peut faire l'Europe et comment est-ce que nous pouvons réagir? Et je fais volontairement un tableau clinique sombre pour qu'on apporte la réponse qui soit appropriée, parce que la capacité que nous avons tous, nous les gens raisonnables, les Européens, à nous mettre la tête dans le sable et à nous dire ça va passer, c'est qu'un moment. Non, ce n'est pas un moment. C'est un moment de bascule, c'est une transformation radicale dont il faut prendre toute la mesure pour apporter les bonnes réponses. Ma première remarque,
sera de souligner à quel point l'Europe a été prise à revers. Car dans les grands combats idéologiques mondiaux, nous avons perdu le combat. Et si nous ne comprenons pas que nous avons perdu le combat, eh bien nous perdrons la guerre. On a perdu une bataille de 40 ans. Si on veut gagner la guerre au bout du compte, il faut admettre que nous avons perdu cette bataille. Tout ce sur quoi nous avons vécu, malheureusement, s'est produit différemment de ce que nous avions espéré. En 1989, j'ai le souvenir très exact de ce moment-là, moi je me rangeais assez volontiers du côté des partisans de Francis Fukuyama. J'aime beaucoup l'Allemagne, je parle cette langue, j'ai tout à l'heure un ami enseignant, je suis très proche du gouvernement allemand, j'ai eu l'occasion de voyager en Union soviétique, en RDA, et s'il y a bien une chose que je pensais totalement impensable, c'est de voir tomber un jour le mur de Berlin. Donc le jour où il est tombé, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, on a gagné. Ça y est, la démocratie libérale l'a emporté sur tous les autres régimes, le rêve kantien de la paix perpétuelle est réalisé, c'est fini. On peut tous aller se coucher, on peut tous dormir sur nos deux oreilles. La prospérité est garantie, la paix est garantie, il n'y a pas d'alternative à la démocratie libérale. Car n'oubliez pas que le cœur du raisonnement de Francis Fukuyama en 89, c'est pas simplement que c'est la fin de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie libérale. Et que c'est pour ça que la démocratie libérale gagnera et s'étendra partout à travers la planète. Je l'ai cru et je me suis lourdement trompé. Et au lieu de lire Francis Fukuyama, qui a écrit cet article en octobre 89, avant de faire un long livre sur le sujet, j'aurais été mieux inspiré de lire un autre grand philosophe et un autre grand géopoliticien, qui est Samuel Huntington, qui lui avait dit « La fin de l'histoire, c'est une stupidité. Il y a toujours un moment où un autre régime vient contrebalancer le régime dominant, et mon pari, écrit Samuel Huntington en réponse à Fukuyama dès 1989, c'est que c'est les régimes autoritaires qui vont gagner et les démocraties qui vont perdre. » Nous y sommes. C'est exactement le moment où nous sommes aujourd'hui. Mais premier pari que l'Europe a perdu, l'idée que la démocratie libérale, il n'y a pas besoin de s'en soucier, de toute façon, elle a gagné, donc elle peut devenir technocratique, elle peut faire les choses contre les peuples, elle peut prendre des décisions que personne ne comprend, ça n'a aucune importance, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Si il y a une alternative, ça s'appelle les régimes autoritaires, et c'est eux qui sont en train de gagner la partie. Deuxième élément sur lequel nous nous sommes trompés, c'est que nous avons tous pensé, pour le coup nos amis allemands en tête, les Français un peu moins. Soyons honnêtes, les Français ont fait d'autres erreurs, mais là-dessus c'est plutôt les Allemands qui ont fait cette erreur-là. Que le doux commerce allait suffire à pacifier les relations internationales. Eh bien non. Le commerce n'a rien pacifié du tout. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la revanche des logiques de puissance sur les logiques commerciales. La preuve en est, pour être très concret, que si vous voulez faire circuler des bateaux à travers la mer Rouge, il vaut mieux être proche des Chinois, des Iraniens et des Houthis, sinon vous avez fort à parier que vos bateaux ne traverseront jamais la mer Rouge. Le commerce a été militarisé et les rapports de force l'emportent sur la liberté du commerce. Ce que nous vivons aujourd'hui, qui pour tous les États européens est évidemment une déception, c'est la fermeture de la parenthèse néolibérale entre 1945 et 2025. Elle aura duré 80 ans. Elle est finie. Et quand on prend un tout petit peu de distance et qu'on regarde plusieurs siècles en arrière, le vrai paradoxe, c'est que ceux qui ont inventé le rapport de force, y compris dans le commerce, c'est les Européens, au XVIIe siècle, qui aujourd'hui sont pris à revers en découvrant que le commerce sans le rapport de force, c'est rien. Car je rappelle que c'est au XVIIe siècle, les Pays-Bas, les grandes compagnies exportatrices des Pays-Bas, puis la France, puis la Grande-Bretagne, qui ont compris qu'il ne pouvait pas y avoir de commerce sans rapport de force et puissance militaire. Après tout, ceux qui ont inventé les galions armés avec des canons pour protéger leur commerce, c'est les Néerlandais, ce n'est pas les Américains et ce n'est pas les Chinois. Nous voici pris à revers au XXIe siècle par ce que nous avions inventé au XVIIe.
Donc l'Europe n'a pas beaucoup de temps maintenant pour réagir et pour prendre à bras-le-corps les problèmes. Ce que je vois et ce qui me rend optimiste, c'est que dans le fond, dans ces moments de crise, l'Europe a toujours un sursaut. Alors c'est terrible parce qu'elle a un côté vieil animal un peu fatigué. Si on ne met pas l'épée dans les reins et de manière très violente, elle ne bouge plus. Mais quand elle bouge, elle montre qu'elle a de la ressource. Et de ce point de vue-là, je vais regarder 3 éléments qui montrent que l'Europe peut faire valoir sa puissance, et puis essayer de voir quelle peut être la responsabilité historique de l'Europe dans les années qui viennent. D'abord, elle a comme première ressource sa puissance économique. Nous sommes 450 millions de consommateurs. Nous sommes le premier marché unique de la planète, le plus puissant, le plus riche. Si nous-mêmes, nous faisons de l'export control, comme le font les Américains, c'est un levier considérable sur le commerce mondial. Si nous mettons des barrières à l'entrée de nos frontières, c'est un levier considérable de riposte face aux attaques américaines ou aux potentielles attaques chinoises. Nous sommes en deuxième lieu une grande puissance financière. Mais alors là, on a tout faux. Et je le dis pour m'en être occupé pendant 7 ans, j'ose espérer que dans ces moments de crise, on comprendra que ce que vise Donald Trump, je le redis, c'est la puissance financière du dollar, que les tarifs ne sont qu'un levier, et que nous avons, nous en Europe, tous les moyens pour réagir et contrer cette ambition américaine. Nous avons 35 000 milliards d'euros d'épargne. Un tiers dort sur des comptes courants. Un tiers finance l'économie américaine. Et c'est notre faute. C'est notre faute parce que nous avons été incapables, et croyez-moi, je n'ai pas ménagé mes efforts, de mettre en place une union des marchés de capitaux, de mettre en place un produit d'épargne européen. Nous avons été incapables de simplifier un certain nombre de normes qui paraissent techniques mais qui sont des enjeux politiques majeurs. Je dirais un mot des normes Solvency II. Et donc nous qui avons 35 000 milliards d'euros d'épargne, au lieu d'en faire une force de frappe, nous en avons fait un instrument de notre propre servitude. Je vais être très concret. Une entreprise qui se développe. Je prends une très belle entreprise, Mistral, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui vient sortir son navigateur et son robot de recherche avec son chat, cherche de l'argent. Et ce genre de boîte, comme des grandes boîtes de biotech, elles ne cherchent pas 100 millions, elles ne cherchent pas 500 millions, elles ne cherchent pas 1 milliard. Elles en cherchent 2, 3, 5, 10. Quand Jacques Bancel a créé son vaccin contre le Covid, il a cherché 10 milliards d'euros pour développer industriellement son entreprise. Il les a trouvés où? Aux États-Unis. Où est-ce que Mistral va trouver son argent? Probablement dans le Golfe ou aux États-Unis, mais il ne peut pas en Europe. Parce que les dirigeants d'une boîte comme ça, ils ont autre chose à faire que d'aller voir une banque française ou un investisseur français pour prendre 300 millions, puis un investisseur allemand qui va leur dire « Attendez, ce n'est pas les mêmes règles. Si jamais il y a une faillite, ce n'est pas les mêmes règles. Le créancier est servi avant ou après le premier débiteur. Ce n'est pas les mêmes règles prudentielles. » Puis ensuite aller voir les Italiens qui vont leur dire que c'est encore plus compliqué en Italie, donc ils renoncent et ils vont dans un marché unique, les États-Unis, ou dans des fonds très puissants, les fonds du Golfe, et ils se financent comme ça. Voilà ce que fait l'Europe. Elle s'affaiblit elle-même en étant incapable d'utiliser à son profit son épargne considérable et ses moyens financiers considérables. Le problème de l'Europe n'est pas son absence de puissance, c'est son absence de conscience de sa puissance. Et si on va encore un peu plus loin, c'est son refus d'utiliser sa puissance. Alors je sais que pèse derrière tout ça un siècle de désastre où l'Europe a trop utilisé sa puissance, qui est le XXe siècle. Que pèse aussi dans nos consciences l'utilisation de l'Europe au service de la colonisation, et donc de la domination d'autres peuples. Et que tout ça nous donne une espèce de mauvaise conscience à agir. Je pense qu'on peut à la fois regarder son histoire en face et se débarrasser d'une mauvaise conscience qui vire à l'impuissance si on veut faire face à l'affrontement ouvert avec une partie des États-Unis et à la concurrence ouverte avec la Chine. L'exemple financier est pour moi l'exemple le plus archétypal. Enfin, la troisième chose qu'il faut que nous fassions, c'est d'être capable de réviser un certain nombre de dogmes.
Dans les dogmes européens, il y a l'idée que jamais on ne met de tarifs aux frontières. Mais je suis désolé, quand on fait concurrence à l'industrie chinoise des véhicules électriques, qui a 15 ans d'avance sur nous, dont on sait tous, documents à l'appui, chiffres à l'appui, que ça fait 15 ans qu'elle est subventionnée par l'État chinois, on ne va pas refaire sur les véhicules électriques la faute qu'on a commise sur les panneaux solaires. Donc il faut que nous soyons capables, nous aussi, de riposter. Et de dire, bah, écoutez, moi, aucun problème à avoir des véhicules BYD qui rentrent sur le marché européen, mais il se trouve que les véhicules de Renault, de Stellantis, de Fiat, ils n'ont jamais été subventionnés par les États italiens, allemands ou français. Donc vous qui avez été subventionnés, vous payez une taxe à l'entrée pour rééquilibrer les échanges et remettre de la réciprocité. Il faut que l'Europe se réinvente et soit capable de revenir sur un certain nombre de certitudes qui l'ont malheureusement affaibli. Je termine par ma note d'optimisme. Je fais la liste de tout ce qui a été fait en quelques jours et sur lesquels, avec le président de la République, on avait travaillé pendant des années et malheureusement en vain. Je vous parlais des tarifs aux frontières. Nous sommes arrivés à voter des tarifs aux frontières. Je vous parlais de l'union des marchés de capitaux. Les choses sont en train de bouger. J'ai négocié pendant 7 ans avec les différents ministres des Finances allemands, notamment avec mon ami Wolfgang Schäuble, qui est disparu depuis. Si Wolfgang Schäuble avait pu penser un instant qu'un chancelier allemand conservateur ferait sauter le principe du frein à la dette et annoncerait qu'il allait lever 500 milliards d'euros pour les 5 années à venir, il m'aurait pris pour un fou. C'est ce que nous venons de voir. Ce qu'un chancelier socialiste, Olaf Scholz, a refusé pendant tout son mandat, un chancelier conservateur, opposé à la dépense publique, est en train de le décider en 24 heures. C'est vraiment des moments où le monde est cul par-dessus tête. Des choses qu'on ne pensait jamais voir sont en train de se produire sous nos yeux. Le parapluie nucléaire français. J'ai le souvenir d'une discussion entre Jacques Chirac et Angela Merkel sur ce sujet qui est un vieux rossignol de la vie politique européenne. Mais comme tous les vieux rossignols, c'est des choses dont on se dit ça ne se produira jamais. Et le jour où Jacques Chirac est le premier à avoir soulevé cette question avec la chancelière Merkel, avait proposé à Angela Merkel qu'on étende la protection nucléaire à l'Allemagne. La réponse d'Angela avait été « no way ». Et surtout, n'en parlez pas. Parce que l'idée que l'Allemagne puisse être protégée par des armes atomiques, et qui plus est des armes atomiques françaises, était une violation de l'esprit même des relations franco-allemandes. Aujourd'hui, le chancelier allemand la demande. La demande. Donc vous voyez que c'est un moment où l'imagination revient au pouvoir, où l'audace revient au pouvoir. Ma conviction, je termine par ces 2 derniers mots, c'est que les États européens ont tout pour faire face. Absolument tout. Ça n'est pas une question de division, de puissance économique, de puissance financière. C'est une question de détermination à exercer sa puissance. C'est ça la grande question ontologique qui se pose aujourd'hui à tous les Européens. Et quand je dis tous, ce n'est pas que les dirigeants, c'est les citoyens européens de manière générale. Ma deuxième conviction, c'est que notre responsabilité historique, elle est aujourd'hui très simple. C'est de défendre la démocratie. Défendre la démocratie, ça ne veut pas dire s'arc-bouter sur des régimes qui ne marchent pas bien. C'est être capable de réinventer la démocratie pour faire la preuve de son utilité et de son efficacité. Les États-Unis sont en train de basculer vers un régime autoritaire. Je fais confiance au peuple américain, aux institutions américaines, pour rééquilibrer les choses. Mais c'est un pari. La Chine est un régime autoritaire. La Russie est un régime autoritaire. Et partout en Europe, vous voyez monter des partis qui rêvent de régimes autoritaires. Donc soit nous sommes capables de réinventer notre démocratie pour apporter la preuve de son efficacité, et l'Europe aura rempli son rôle historique, qui est de défendre les Lumières, la raison et la liberté démocratique, soit nous serons emportés à notre tour. Moi, j'ai la ferme conviction
que c'est la première option qui l'emportera. Et comme j'ai confiance dans les peuples européens, c'est la démocratie et la liberté qui prévaudront sur le reste. Merci à tous.